Bonjour, bonsoir à tous, ici Nico Wild pour un nouvel épisode de Casually Explained, la série où je vous apprends des trucs sur un peu n'importe quel sujet. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler biologie et de vous présenter un écosystème qui, je pense, est assez mal connu. Si mes amis de la fac regardent cette vidéo, eh bien sachez que je vous salue et aussi que vous avez techniquement déjà entendu ce discours, puisque je tire une bonne partie des informations d'un exposé que j'ai fait durant ma licence. Pour les autres, attachez vos ceintures car je vais vous faire voyager loin, très loin. Notre belle planète bleue, la Terre, est comme vous le savez un endroit magnifique et fascinant, majoritairement grâce aux différents environnements et espèces qui la composent. C'est ce qu'on appelle des écosystèmes, qui sont donc composés d'éléments biotiques et abiotiques en interaction constante. Oui, c'est la définition de mon cours. L'ensemble des écosystèmes de la Terre forme ce qu'on appelle la biosphère, et chacun d'entre eux est différent de son voisin. Mais dans une région globale, on peut les regrouper sous l'appellation macro-écosystèmes, ou plus communément, les biomes. Les biomes sont définis par leur climat, leur végétation et leur faune, relativement similaires au sein des différents écosystèmes qui les composent. Leur classification a beaucoup changé au fil des ans, mais aujourd'hui c'est surtout la liste de la WWF qui est utilisée et qui comprend 14 biomes. Bon, je ne vais pas tous vous les faire, je vous laisserai les chercher vous-même, une occasion de les découvrir au passage. Mais du coup, je vais vous parler d'un de mes préférés qui, sans grande originalité, est un biome des régions tropicales. Un biome fascinant, fourmillant de vie et également très important pour notre planète en général, il s'agit des mangroves. La mangrove, aussi appelée marais ou forêt de mangrove, est donc un biome terrestre et marin situé en région tropicale entre les tropiques du Cancer et du Capricorne. En dehors de ces régions, elles sont remplacées par les marais salants, comme c'est le cas en France ou au sud de l'Australie. La grande majorité d'entre elles se situent en Asie du Sud-Est, plus particulièrement en Malaisie, aux Philippines, en Nouvelle-Guinée et surtout en Indonésie, qui a la plus grande surface au monde. Mais on en retrouve également en Inde, sur les deux côtes africaines, en Amérique centrale et du Sud, dans les Caraïbes ou au nord de l'Australie. Malheureusement, leur superficie décroît fortement et il y en a de moins en moins, ce qui est dramatique, mais j'expliquerai pourquoi plus tard. Concrètement, la mangrove est un des nombreux types de milieux boisés qu'on peut retrouver sur Terre. Elle comporte beaucoup d'arbres, ce qui en fait donc, par définition, une forêt. Mais c'est une forêt extrêmement particulière. Déjà parce qu'elle est composée de globalement un seul type de végétation, mais aussi parce qu'au lieu d'être sur un sol normal, elle pousse à des endroits qui s'inondent plusieurs fois par jour. La mangrove, c'est une forêt qui pousse les pieds dans l'eau. Quelle est la différence avec un marais classique, me direz-vous? Eh bien, si vous regardez leur distribution sur la carte, vous verrez qu'on n'en retrouve jamais à l'intérieur des terres. À part au niveau de l'embouchure des fleuves. C'est parce que ce sont des forêts qui poussent presque uniquement en bord de mer, ce qui est honnêtement un des pires endroits possibles pour pousser. Le bord de mer, d'autant plus en milieu tropical, c'est vraiment pas un environnement facile pour la vie, en particulier végétale, et ce sur plusieurs points. Déjà, tout simplement, il y a de l'eau, et la plupart des plantes terrestres ne peuvent pas pousser dans l'eau, car ça risque de les noyer. En plus ici, c'est pas de l'eau douce, auquel cas elles pourraient éventuellement la boire, mais de l'eau de mer, qui est donc salée. Et comme pour nous, si la plante en boit trop, elle risque de mourir par déshydratation. Notamment parce que le sel va faire sortir l'eau des cellules végétales, entraînant leur mort par plasmolyse. Alors vous allez me dire, mais Nico, pourquoi il n'y aurait pas des algues? Elles ont su s'adapter au milieu marin. Oui, c'est vrai. J'ajouterais même qu'on retrouve pas mal d'algues en bordure de mangrove. Mot-clé, en bordure. À savoir là où il y a de l'eau en permanence. Car deuxième problème, la mer se retire puis revient au fil des marées. Et donc une partie des terres de mangrove se retrouve complètement au sec pendant la moitié de la journée et inondée jusqu'en haut pendant l'autre. Et non seulement c'est pas pratique pour la respiration végétale, mais en plus ça crée un troisième problème, un sol compliqué. Le sol est super meuble, ce qui n'est pas pratique pour l'implantation de racines, et super pauvre car il y a très peu de nutriments qui arrivent à s'installer et rester entre deux coups de marée.
Et pour couronner le tout, les eaux de mangrove ont une teneur en oxygène très faible, ce qui les rend très anoxiques et donc peu propices à la vie animale. Rajoutez à ça les tempêtes tropicales fréquentes et vous aurez la recette pour un milieu parfaitement invivable. Mais alors, comment cet habitat très peu hospitalier peut devenir l'un des biomes les plus riches de la planète? Eh bien, c'est grâce à une seule et unique plante, le palétuvier. Cette plante, ou plutôt cette famille de plantes, parce qu'il en existe plein, sont de véritables merveilles d'adaptation à l'un des milieux les plus difficiles possibles. Les plus connues et étudiées sont celles du genre Rhizophora, parfois appelé vrai palétuvier, en particulier l'espèce Rhizophora manglé, le palétuvier rouge. Cette plante a tous les outils qu'il faut pour lutter contre les différents problèmes précédemment évoqués. Son arme principale, ses racines. Avec leur forme d'échasse iconique, elles permettent trois trucs. D'abord, elles gardent l'arbre ancré dans le sol meuble, et profondément en plus puisqu'il peut rester fixé quand il se prend des vagues et des tempêtes. Si un palétuvier se plante là, en principe il ne bougera pas. Ensuite, elles sont ultra longues, principalement pour maintenir le tronc et les feuilles hors de l'eau quand la marée est à son plus haut. D'où la qualification d'échasse. Mais également pour capter une partie de l'oxygène de l'air. Elles sont en effet criblées de trous, appelés lenticelles, qui permettent d'aspirer le dioxygène aérien et parcourus par plein de petits anneaux qui le font circuler dans l'arbre, y compris les racines immergées. Et enfin, comme toutes les racines, elles aspirent des nutriments et de l'eau, en l'occurrence de l'eau salée. Mais après, pour éviter la mort, il faut faire attention à ne pas saturer, ce qui est fait par deux modes de régulation. D'abord à l'entrée, où la pression osmotique va empêcher l'entrée du sel, Donc c'est globalement de l'eau douce qu'il absorbe à partir d'eau de mer, ce qui est trop stylé. mais aussi à la sortie puisque le trop-plein est acheminé jusqu'aux feuilles, où il va se cristalliser sur leur surface. Ensuite, il est soit enlevé par le vent et la pluie, ou la feuille va carrément mourir et tomber si vraiment elle est trop pleine. Et enfin, il faut que je parle de sa reproduction. Se reproduire quand tu vis fixé toute ta vie n'est clairement pas un truc facile à la base. Mais la plupart des plantes ont quand même réussi à trouver 1000 alternatives. Le truc, c'est que sur la côte, c'est encore pire de faire ça. Déjà dit au revoir aux insectes, et surtout, bonjour pour trouver un coin où poser ses petits quand t'as la marée et un sol comme ça. Mais comme toujours, les palétuviers ont trouvé une solution, et elle est vraiment cool. D'abord, le facteur principal de pollinisation est le vent, ce qui est de loin la partie la plus normale du cycle. Alors, il y a aussi des insectes, mais c'est bien plus mineur. Une fois ces ravissantes fleurs blanches fécondées, elles vont faire une graine, puis germer. Sur l'arbre. Ça, c'est ce qu'on appelle une propagule, qui d'habitude chez les plantes résulte d'une reproduction asexuée. Ce que le palétuvier peut aussi faire à partir de ses racines d'ailleurs. Mais là, la propagule est littéralement un bébé arbre qui pousse sur sa mère, ce qui font des palétuviers parmi les rares plantes vivipares au monde. À un moment, la propagule se détache et grâce à sa forme et sa composition, va flotter gentiment jusqu'à trouver un substrat adéquat où elle pourra se développer et perpétuer le cycle. Ce sont toutes ces adaptations qui font du palétuvier rouge l'espèce de mangrove par excellence qui compose une bonne partie des mangroves ultra-côtières de l'océan Atlantique. Mais ce n'est pas le seul, puisqu'un truc cool, c'est que les mangroves ne sont pas toujours constituées que d'une seule espèce, mais plutôt organisées en succession de plusieurs palétuviers répartis en fonction de leur tolérance au sel et à l'immersion, et avec chacun leur adaptation spécifique. Il existe même des palétuviers d'eau douce intolérants au sel, qui se trouvent très en arrière dans la mangrove. Ainsi, après le rouge, viennent les noirs, les blancs et enfin les gris, quand on remonte dans les terres. Je parle de palétuvier toujours. Hein. De plus, selon les régions du monde, les espèces et l'organisation du biome va également changer. La succession que je viens de citer est surtout valable dans les Caraïbes, là où en Indonésie, ce seront plutôt les espèces du genre Avicennia qui domineront plutôt que le palétuvier rouge, où il est invasif d'ailleurs. N'empêche qu'une constante demeure, les palétuviers dominent littéralement les forêts de mangroves, transformant une belle plage en un labyrinthe de racines parfaitement impraticable pour l'homme. Et ça arrange bien Dame Nature. Et oui, les palétuviers ne sont pas la seule forme de vie qui peuple les mangroves, bien au contraire. Ce biome a l'une des meilleures biodiversités sur Terre, et donc on ne peut pas se limiter à une seule espèce pour le décrire. En termes de végétation, c'est assez limité, mais on retrouve tout de même d'autres plantes adaptées à l'eau et au sel.
comme le palmier d'eau par exemple. Originaire d'Asie du Sud-Est et d'Australie, cette plante pousse très bien dans la vase et la boue, où les nutriments de la marée le nourrissent. Par contre, il tolère difficilement le sel et il va donc pousser plutôt en arrière dans la mangrove, où on peut parfois retrouver une quasi-monoculture de la plante. Une autre espèce de mangrove asiatique est la fougère dorée. Cette fougère tolère bien le sel, mais pas trop l'inondation. Donc elle va plutôt pousser sur les parties élevées de la mangrove. C'est à peu près tout pour les plantes terrestres. Pour ce qui est de la flore aquatique, les racines des palétuviers offrent un refuge idéal pour les algues. Et les nutriments issus de la forêt nourrissent les herbiers marins qui sont relativement abondants et prospères auprès des mangroves. Et évidemment, qui dit flore abondante dit faune prospère, à condition que celle-ci arrive à survivre à ce milieu. Pour eux aussi, le cycle des marées et l'eau de mer anoxique sont des contraintes importantes. Mais comme les palétuviers, ils se sont adaptés à ce milieu difficile. Et on peut observer une dynamique assez particulière avec eux. Les animaux aériens ont tendance à être très aquatiques et les animaux aquatiques très aériens. Et voir ces deux communautés explorer le milieu de l'autre, c'est juste fascinant, vous allez voir. Pour les animaux terrestres, donc aériens, l'adaptation consiste juste à savoir nager, à marcher dans la vase sans s'enfoncer et à naviguer entre les racines. De ce fait, les habitants terrestres des mangroves ont tendance à être les mêmes que ceux des zones humides d'eau douce classiques, comme des serpents, des varans, des loutres ou plein d'oiseaux d'eau. Mais j'en reparle un peu après. Alors, pas d'amphibiens par contre, ils sont totalement intolérants au sel. Donc si on doit en retrouver, ce sera dans les mangroves fluviales. Parmi les plus gros habitants, on retrouve le capybara, plus gros rongeur du monde et assez bon nageur, le Ceraxis, le plus gros herbivore des mangroves asiatiques et habitant des zones humides, ainsi que l'occasionnel suidé comme le potamochère ou le babiroussa. Mais évidemment, qui dit grosse proie dit grand prédateur et les maîtres de ces forêts sinueuses sont les grands serpents, comme le python birman, les crocodiles, notamment le crocodile marin, qui est le roi des mangroves, et les félins nageurs, comme l'occasionnel jaguar, mais surtout les tigres, dont la mangrove sont l'un des derniers refuges qu'ils ont, notamment au Bangladesh. L'autre option pour la vie terrestre, c'est d'apprendre à grimper et de mener une vie arboricole, pratique pour se déplacer parmi les racines. Alors pareil, de nombreux reptiles savent le faire, comme les serpents, mais ce sont plutôt les mammifères qu'on verra grimper dans les branches. On a des rongeurs comme le forado, non pas comme ça, non, des chauves-souris et plein de primates comme des macaques, et surtout le nasique. Ce singe à l'apparence singulière est un bon grimpeur et nageur, et de nombreux groupes de ce primate se trouvent dans les branches et les racines des palétuviers et se jettent à l'eau en cas de menace. Clairement, c'est un endroit qu'ils aiment bien. Pour ce qui est de la partie aquatique, c'est déjà plus complexe. Entre l'eau salée, le manque d'oxygène, de nutriments et les marées, c'est un cauchemar d'y vivre. Un cauchemar. Mais comme dit l'adage, la vie trouve son chemin et ce milieu a aussi été colonisé sous la surface. Déjà, comme je l'ai dit, les mangroves bordent souvent des herbiers marins et des récifs de coraux. Et donc la lisière marine de la forêt est très souvent peuplée d'espèces de ces milieux qui viennent chercher de la protection au sein des racines. C'est le cas pour plein de poissons, des hippocampes ou même des bébés requins qui vont passer une bonne partie de leur enfance dans les mangroves pour grandir en sécurité. Mais il y a tout de même des animaux plus gros comme des raies, des tortues marines et même des siréniens. Ce groupe de mammifères marins assez unique est composé du dugong et des 3 espèces de lamantins, tous les 4 habitant des mangroves et de leurs environs. De plus, les racines servent de point d'ancrage solide pour toute la vie fixée, et il n'est donc pas rare de les voir couvertes de bivalves comme des moules ou des huîtres. Plus loin dans la mangrove, les paramètres de l'eau commencent à vraiment être compliqués à vivre. Et ben les poissons se sont dit, tu sais quoi, si l'eau veut pas de nous, on va chercher dans l'air. Je vous jure que c'est vrai. Beaucoup de poissons de mangrove ont développé des adaptations qui jouent avec le milieu aérien. La plupart du temps, c'est juste pour respirer, comme le tarpon par exemple, un des plus gros prédateurs du coin. Mais parfois, c'est aussi pour la chasse, comme le poisson 4 yeux, qui peut voir à la fois au-dessus et en dessous de l'eau pour chasser et repérer les prédateurs en même temps. Ou bien les poissons archers, snipers hors pair, capables de tirer un jet d'eau super puissant pour tuer les insectes perchés dans les feuilles. Mais je pense que le poisson qui représente le mieux les mangroves, c'est le périophthalme.
Les périophthalmes et leurs cousins de la sous-famille des oxudercinés sont des poissons chelous capables d'un truc de dingue. Vivre sur Terre. Ouais. Non seulement ils peuvent respirer à la fois de l'eau et de l'air grâce à leur peau, mais aussi ils peuvent se déplacer sur le sol, ce qui leur vaut le surnom de goby-marcheurs. Leurs nageoires pectorales sont devenues plus grandes et similaires à des pattes qu'ils utilisent pour se hisser et sautiller sur le sol. Et assez vite en plus, ils ont des réflexes assez impressionnants. Et enfin, ils sont capables de creuser dans la vase pour se cacher des prédateurs. Ces petits poissons adorables font clairement partie des espèces classiques des mangroves que je ne pouvais me permettre d'oublier. Mais il me reste encore deux groupes encore très liés aux mangroves dont il faut absolument que je parle. Déjà, les branches des palétuviers sont un lieu de vie extrêmement important pour les oiseaux. De très nombreuses espèces y créent des colonies, car il s'agit d'un lieu de chasse et de nidification incroyable. Il n'est donc pas rare d'y voir des hérons, des ibis ou des spatules vers l'eau douce, ou bien des cormorans, des frégates et des pélicans quand on se rapproche de la mer. Quelques rapaces viennent également y vivre, comme des milans, des pigargues ou le balbuzard pêcheur. Vous remarquerez que les différentes espèces citées ont toutes une forte connexion avec le milieu aquatique quand même. Soit ils nagent bien, soit ils en dépendent pour se nourrir, et en profitent un max. Mais le groupe le plus intrinsèquement lié aux mangroves reste les arthropodes. Alors non, je ne parle pas d'insectes ou d'araignées, présents mais assez rares, mais plutôt d'arthropodes aquatiques. Déjà, sachez que les mangroves sont un lieu de prédilection pour la ponte des limules. Les bancs de sable et de vase des mangroves vont leur permettre de pondre leurs œufs qui seront très rapidement engloutis par la marée et mis en sécurité dans les racines. Mais ce sont surtout les crabes qui ont une place prépondérante dans les mangroves, en particulier les crabes violonistes. Ces jolis crabes sont connus pour leurs pinces, qui chez les mâles est plus grande d'un côté que de l'autre, ce qu'ils utilisent lors de parades nuptiales. Mais au sein des mangroves, l'un de ses habitats favoris, il est surtout très utile car il transporte sur sa carapace des micro-organismes essentiels dans les processus biochimiques du milieu. Je rentre pas dans les détails car la chimie me donne la nausée et que j'en souffre déjà suffisamment à la fac, mais pour faire court, ces micro-organismes vont consommer des trucs. Et quand le crabe va les enterrer en creusant, ça va permettre au carbone et à l'azote de se retrouver dans le sol, ce qui permet à la forêt de prospérer. Je vous mets les sources en description si vous voulez les détails techniques, mais voilà. Les crabes violonistes dans les mangroves, c'est extrêmement important. Pas étonnant que Minecraft ait choisi de les mettre dans ce biome. Oh. Spoil pas trop l'ami, on en reparle après. Bref, comme vous l'avez vu, la biodiversité des mangroves est juste colossale, et encore, je n'ai pu vous en présenter qu'une petite partie. Mais malheureusement, comme partout ailleurs, elles sont très menacées par les activités humaines, qui, si je puis me permettre, est une énorme balle dans le pied. Souvenez-vous, je vous ai dit que la surface des mangroves décroît de plus en plus dans le monde, la faute à une expansion des activités humaines. Déjà, la plupart des mangroves se trouvent dans des pays en voie de développement, qui ont donc besoin de bois et de place pour progresser. Et c'est sur les palétuviers qu'ils viennent s'approvisionner. Ensuite, la plus grande menace actuelle pour cet écosystème est l'industrie pénéicultrice, L'élevage de crevettes en gros. qui motive d'autant plus la déforestation du littoral afin d'y installer des étangs de culture. Enfin, le changement climatique et les ouragans, de plus en plus violents et fréquents, finissent d'achever le peu de mangroves qui restent. Et pourtant, les mangroves sont l'un des meilleurs outils qu'on possède pour régler plein de nos problèmes, et ce sur plusieurs points. Déjà, comme toutes les forêts, la mangrove fournit des trucs pour l'homme. Alors on a du bois évidemment, encore faut-il lui laisser le temps de repousser, mais pas que, puisqu'il y a également de rares fruits et légumes, des fruits de mer et du poisson, qui certes ne conviendraient pas à une population mondiale, mais qui nourrit pourtant les locaux, qui en dépendent donc pour se nourrir et construire leur maison. Et ils ont relativement intérêt à le faire derrière, parce que, point numéro 2, l'ancrage des racines de palétuviers font qu'ils ne bougent pas, même lorsqu'ils se prennent des puissantes rafales de vent ou des méga vagues. Et donc elles font office de barrière importante contre les ouragans et les tempêtes tropicales. Il y a carrément des études qui tendent à montrer que les villages en arrière des mangroves subissent moins de dégâts que les autres villages côtiers. Donc au final, déforester la mangrove pour cultiver les crevettes, c'est se tirer une balle dans le pied quand un cyclone va raser ta baraque et ta ferme. Mais bon, ça n'engage que moi.
Niveau biodiversité, les mangroves sont l'un des plus gros hotspots au monde et fourmillent de vie à tous les niveaux, comme vous le savez maintenant. Et ça fait que beaucoup d'espèces menacées vont y élire domicile et s'y reproduire, afin d'avoir de la protection. Le meilleur exemple, c'est le tigre du Bengale, dont les mangroves du Bangladesh possèdent la plus grande population au monde. Principalement parce que les racines impraticables et le côté reculé fait que les hommes qui le chassent ne peuvent pas le suivre. Mais c'est pareil pour les tortues, les siréniens, les crocodiles, plein de poissons, les requins, etc. Et comme protéger les espèces, c'est d'abord protéger leur milieu, il est important de sauver les mangroves pour sauver tout ce petit monde. Mais le truc qui font des mangroves une arme redoutable pour la protection de la nature, c'est une capacité secrète des palétuviers dont j'ai pas encore parlé. Vous êtes probablement familier avec la photosynthèse. Les végétaux utilisent la lumière et le CO2 atmosphérique pour faire leur matière organique, qui contient donc du carbone. Eh bien, sachez que les palétuviers comptent parmi les plantes les plus productives au monde en termes de photosynthèse. Et vu qu'ils en accumulent toute leur vie, il faut bien qu'il aille quelque part quand il meurt. D'habitude, il est récupéré par les différents organismes herbivores ou décomposeurs, mais vu l'état de l'eau dans laquelle les palétuviers reposent, il y a assez peu de décomposition. Mais du coup, où il va ce carbone? Eh bien dans le sol directement. À sa mort, soit l'arbre est partiellement décomposé, soit il est enfoui dans le sol, ce qui forme de la tourbe, très riche en carbone où il peut rester très longtemps. Donc en gros, le carbone de l'air va passer dans le sol où il est censé rester pendant des millions d'années. C'est d'ailleurs par un principe similaire que le charbon s'est formé, les marais carbonifères ayant des conditions proches des mangroves actuelles. C'est ce qu'on appelle un puits de carbone, et les mangroves sont l'un des plus efficaces au monde. Une partie de ce carbone sera également transférée dans l'océan, ce qui profite bien aux herbiers marins qui poussent mieux à proximité des mangroves. Et tout ça se fait en continu et relativement rapidement par les mangroves, ce qui en font l'un des meilleurs moyens de lutter contre le réchauffement climatique. Heureusement pour elles, les gens ont commencé à réaliser leur importance dans ce combat, et de nombreux moyens sont mis en place pour essayer de les protéger et même de les replanter. Et ça, c'est un beau message d'espoir pour le vivant et notre planète en général. Je ne pouvais pas vous quitter sans vous présenter quelques itérations des mangroves dans les différents médias culturels, et si c'est pas un grand classique comme la jungle ou le désert, ça arrive que de temps à autre elles apparaissent dans les médias. Alors, dans les films ça reste très sporadique. C'est surtout les jeux vidéo qui vont utiliser cet environnement. Alors on a quelques petites itérations par-ci par-là, comme Donkey Kong Country Tropical Freeze, Ark, Endless Ocean 2. Tiens, m'étonne qu'il n'ait pas plus utilisé d'ailleurs. C'est assez dommage, en plus une mangrove d'eau douce, donc pas la plus intéressante. Civilization 7 ou encore Dinkum. Mais l'une des plus intéressantes qu'on ait eues vient de Dredge. Petit jeu de pêche légèrement horrifique, il se compose de 5 zones et la quatrième, Rive Retorse, est basée sur une mangrove. C'est un environnement complexe et labyrinthique à cause des nombreuses racines de palétuviers et dont une bonne partie des poissons sont des espèces d'eau douce ou saumâtres. On peut aussi y observer des crocodiles marins régulièrement arpenter les canaux tortueux de ces bancs de sable. Mais le truc dont il fallait que je parle, c'est la spécificité surnaturelle du coin, marque de fabrique de Dredge. Quand votre santé mentale est basse, l'environnement va se mettre à vous attaquer plus directement. Et je pense que Rive Retorse est l'un des pires, car il joue sur les racines des palétuviers. Déjà qu'elles bougent régulièrement, ce qui rend la navigation encore plus dure, maintenant elles vont vous attaquer, ce qui pose un sérieux problème pour votre coque, et donc votre cargaison. Rajoutez à ça les dévoreurs d'âmes, monstres clés de la zone qui vous rendront parano beaucoup plus vite qu'ailleurs, et vous avez la recette pour un biome assez difficile mais franchement sympa. Mais la plupart du temps, les mangroves sont présentes dans des jeux très branchés écologie et environnement, ce qui permet de mettre en valeur leur effet bénéfique pour notre planète. Et franchement, tant mieux, si ça sert à sensibiliser le public à la cause. Le meilleur exemple, et probablement le seul que les gens normaux doivent connaître, c'est Minecraft. Le biome a été ajouté pour la Wild Update, et comme on s'y attend, il est composé de beaucoup de palétuviers, dont les racines rendent la navigation très complexe. Le sol est composé d'une boue noire, ce qui est fidèle à la réalité, et il est peuplé de grenouilles et de poissons tropicaux. Et dans l'un de ces nombreux mob votes, la mangrove a failli recevoir le crabe.
qui a perdu face au tatou. Mais il n'est pas impossible qu'on le revoie dans le futur. Ce que beaucoup ne savent peut-être pas, c'est que sur Bedrock Edition, Mojang a sorti une map aventure appelée Rooted Together, dont le but est de restaurer un archipel autrefois recouvert de mangroves. Et au fur et à mesure de votre restauration à coups de flingue, le carbone atmosphérique va baisser, les animaux vont revenir et les populations locales vont reconstruire leurs habitations. J'y ai joué plusieurs fois pendant un bon moment, et non seulement le gameplay est sympa, mais en plus sa valeur éducative sur l'écologie est excellente. Si ça vous intéresse, je vous le conseille. En plus, c'est gratuit. C'est de loin l'exemple le plus poussé. Pour les autres, il est généralement question de créer sa propre mangrove. Alors, parfois, c'est juste les palétuviers qui sont présents, comme dans Planet Zoo ou Prehistoric Kingdom. Qui possède également des plantes de mangroves préhistoriques, dont on reparlera sûrement en Paléolandscape. Mais des fois, c'est le biome entier qu'il faudra restaurer, comme dans Préserve, où il faudra en plus le peupler soi-même d'animaux, ou Terranil, où il fait partie des biomes à répandre sur les maps tropicales. Dans ce cas-là, c'est à vous de recouvrir le terrain d'assez de mangroves et de favoriser le retour naturel des animaux. Bref, les mangroves dans les médias restent rares, mais peut-être plus pour très longtemps, puisque depuis quelques années, on en a de plus en plus. Et franchement, ça fait plaisir. Voilà, cette vidéo sur les mangroves est désormais terminée. C'était vraiment un plaisir de la faire et de vous la présenter sur un ton un peu plus posé que d'habitude. J'espère que vous aurez appris 2-3 choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez continuer la discussion, les commentaires sont là. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord de la Paléosphère, dont le lien est en description. Et d'ici la prochaine fois, portez-vous bien et surtout, restez sauvages.